Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Parole directe, et nous l'avons en studio, Monsieur Mohamed Bamba Kamara, directeur général du service national des bourses extérieures. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Mirador. Talibi Bari, pour commencer. Justement, dans un décret publié vendredi 12 août 2022, le président de la transition a révalorisé les bourses destinées aux étudiants guinéens, tant en Guinée qu'à l'étranger. Vous êtes le directeur général du service national des bourses extérieures. Donc, nous vous avons fait appel pour nous aider à comprendre le pan concernant les bourses extérieures. Alors, il est dit dans ce décret, en son article 2, la bourse est accordée à tout citoyen guinéen qui en fait la demande et remplit les conditions. Article 3, le montant de la bourse mensuelle est fixé comme suit. C'est bon de rappeler cela à l'attention des auditeurs. Montant mensuel de la bourse en dollars pour les étudiants au niveau de l'enseignement technique et professionnel, $80. Enseignement supérieur, $100. Études post-universitaires, $120. Stagiaires policiers, $120. Alors, monsieur Mohamed Bamba Kamara, expliquez-nous quelle démarche vous, en tant que service, avez-vous mené pour peut-être sensibiliser le colonel à la nécessité de rehausser ces bourses, ou comment en est-on arrivé finalement à cette révalorisation? Merci bien de me donner cette opportunité d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe au sein de ce service, parce que c'est un service qui suscite, disons, beaucoup d'émotions. Alors moi, ma nomination, en janvier dernier, on m'a donné une feuille de route. La feuille de route avait une finalité: améliorer la gestion des boursiers guinéens de l'extérieur et améliorer les conditions de nos concitoyens boursiers guinéens à l'extérieur. Après analyse de la situation et réflexion, nous avons posé les problèmes. Nous avons fait d'abord un constat. Les difficultés rencontrées, qu'on a sorties des échanges, on n'a pas inventé. Nos échanges avec les étudiants, il faut savoir aussi que beaucoup d'entre nous ont fait ce circuit des boursiers, y compris moi. Donc nous savons quels ont été les problèmes à notre époque. Eh bien, j'ai été surpris de trouver les mêmes problèmes aujourd'hui en arrivant. Et chaque fois, je ne sais pas pour quelle raison les décisions ont été prises, on ne s'attaque pas aux problèmes, on crée des solutions qui finalement sont privatisées, qui ne vont pas directement en face, qui ne résolvent pas les problèmes. Donc après analyse de la situation, nous avons listé les problèmes point par point. On a fait un rapport qu'on a soumis à la hiérarchie, et à chaque point, il convenait d'apporter des solutions, de proposer des solutions. Au terme de cet exercice, initialement déjà, il nous avait été dit, parmi les solutions à chaud, quand on m'a nommé, il fallait voir dans quelle mesure on peut réévaluer les bourses des étudiants. Donc après constat, premier point, les bourses des étudiants étaient de $40 pour l'enseignement technique, $50 pour l'enseignement supérieur, $60 pour l'enseignement post-universitaire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui c'est. Ces montants ont été fixés par un décret en 1987. Depuis 1987, il n'y a eu aucune révision, aucune amélioration des conditions. Ça veut dire que chaque rubrique a été doublée. Chaque rubrique a été doublée. Ça a été doublé. C'est-à-dire que l'enseignement technique et professionnel, c'était $40. Ça passe désormais à $80. Enseignement supérieur, $100. Donc de 50 à $100. Et études post-universitaires, de 60 à $120. Et stagiaires policiers, $120. Donc voilà. Nous, après cette analyse qu'on a soumis ces propositions à la hiérarchie, il était question d'aller maintenant très vite. Alors aller très vite, à la fois du côté des étudiants qui étaient toujours dans ces conditions difficiles, mais aussi face aux autorités qui nous mettaient la pression, il fallait nettoyer, un peu assainir les listes. Alors souvent, on saute les étapes pour éviter que les gens soient dans des difficultés. On trouve des arrangements, sauf que les arrangements dans ce service, aller vite au paiement des étudiants, c'est jeter dans la nature
j'aime souvent le dire parce qu'à ce niveau, c'est ce qu'on a vite nettoyé, 300 000 $. Chaque fois qu'on fait rapidement le virement, on jette 300 000 $ dans la nature. 300 000 $ mensuels ou annuels? Annuels. Dans les bourses, globales, on avait environ 300 000 $. Alors il y a plus parce qu'on n'a pas fini l'assainissement, c'est un processus qui continue. On jetait ça à chaque fois. Donc est-ce qu'il fallait repartir? Ça veut dire qu'il y a des retards de paiement de ces bourses? Il y a eu retard de paiement parce qu'il fallait assainir les listes. Quand nous sommes venus, nous avons demandé des listes. On n'a pas eu de deux sources différentes, on n'a pas eu les mêmes listes. Alors, entre les listes que les ambassades nous ont communiquées, les listes, on s'est adressé aux associations d'étudiants aussi. Certaines nous ont envoyé des fictifs dans les listes. D'accord. Parce que nous avons tous été étudiants. Quand les amis voyagent, ils vont à une autre destination, ils laissent la carte d'étudiant et on continue d'empocher leur bourse. D'accord. Sauf que c'est pas normal. Donc, il fallait assainir de tout ça. Alors, les ambassades nous envoient une liste, les étudiants nous envoient une liste. On a une liste ici à la base, au SNAB, une liste que les finances traitent. Et vous faites les croisements? On fait les croisements, on n'a jamais les mêmes listes. Et à date, cette épuration fait que la Guinée a combien d'étudiants boursiers officiellement pris en charge? Alors, aujourd'hui, on a situé, avant que le travail ne finisse, on est aux alentours de 1487 étudiants. 1487. Aux quatre coins du monde. C'est ce qu'on a envoyé comme boursier. Alors je vous ferai la différence parce qu'il y a un lot qu'on a carrément supprimé, je parlais des solutions ad hoc qu'on a créées, privatisées, qui s'appelaient les nouvelles bourses. Les nouvelles bourses, c'était autre chose. On a la liste des lauréats du bac. Chaque année, les lauréats vont au Maroc. Ils ont 50 $ par personne pour les études universitaires, les lauréats du bac. Et sur la même liste, on a pris une année au hasard, je dis n'importe quoi, 2022. On envoie le premier de 2022, il a 50 $ par an. Et le 200e de 2022, parce qu'il a un père quelque part ou un frère quelque part, il a 5 000 $ par an. Donc cette injustice, je ne pense pas qu'il faille l'expliquer, ils n'ont tout simplement pas cautionné cela. Ouais. Donc on a reçu des instructions. Et vous avez expliqué tout ça au colonel? On a fait un rapport là-dessus qu'on a soumis à la hiérarchie, au ministre directeur de cabinet, qui est notre autorité de tutelle, qui automatiquement, parce que les autorités, le président allait dans ce sens, nous a dit stop, on bloque ça, on ne peut pas payer. Bien, voilà. Alors oui. Monsieur Camara, c'est l'occasion pour moi de vous exposer la situation peut-être des étudiants boursiers guinéens de la Russie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Récemment, on a été saisi par des étudiants boursiers guinéens du côté de la Russie. Et je crois qu'on les devait 7 mois et c'est 4 mois, je crois bien, qui ont été payés. Et sur les 4 mois également, d'après les informations qui nous ont remontées, au lieu de payer 50 $, je crois, en complicité avec certains cadres de l'ambassade, tout ça reste à vérifier, on leur a payé finalement que 40 $. Est-ce que vous êtes saisi de cette situation? Quelle est la situation aujourd'hui des étudiants boursiers guinéens vivant en Russie? Je vous remercie pour la question parce que les gens souvent interprètent les informations, ne les ont pas. Quand ils viennent à vous, très souvent c'est la passion qui parle, qui cède le pas à la réalité. Bien. Alors les situations, on suit toutes les situations de tous les boursiers. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on est dans un processus d'assainissement des listes. Alors il se trouve que dans ce processus, il y a des noms qu'on a sortis parce qu'on n'avait aucun dossier sur eux et que parmi ces noms, il y en a qui sont encore en situation de classe. Les ambassades ont eu une lettre pour remonter toutes les omissions qui vont être traitées dans les jours à venir. Il y a parmi ces noms des gens également qui étaient boursiers mais qui ne le sont plus parce qu'ils partent, je vous donne un exemple, quand les gens partent pour l'enseignement moyen, ils vont pour l'enseignement professionnel pour 3 ans. À la fin des 3 ans, ils ne se réfèrent plus au service des bourses qui leur ont donné, qui leur a donné une bourse de 3 ans, ils s'inscrivent dans un master et considèrent que de facto ils sont boursiers. D'accord. Alors que nous avons des budgets, on a des budgets à constituer, on a des planifications à faire. Pour nous, ils finissent, on attend de leur envoyer le billet. Les ambassades nous envoient la liste des rentrants, ils figurent pas et ils veulent pas. On ne peut pas aller chercher les gens de force, les ramener. Nous, on envoie les billets de ceux qui veulent rentrer. Eux, ils s'inscrivent en master. L'année là, du coup, ils ne sont pas boursiers. L'année d'après, ils disent ça fait 2 ans que j'étudie, je n'ai pas de bourse. Okay. Donc ça crie et ça, c'est des petites... Mais qu'est-ce que vous comptez faire Les ambassades nous remontent la situation et nous régularisons les étudiants boursiers. Bien.
Alors, oui, Mohamed Kaba. Alors, M. Bamba, l'autre problème, l'état des bourses, des milliards pour octroyer des bourses à nos compatriotes pour l'étranger. Et derrière, lorsque ces étudiants retournent au bercail, ils deviennent des gros chômeurs. Est-ce qu'il y a une politique de réinsertion de ces boursiers de l'État dans le cadre de l'emploi? Et l'autre problème, pourquoi ne pas décentraliser, ouvrir des comptes bancaires pour ces étudiants au lieu de passer par les ambassades? Parce que toute la magouille vient de là-bas. Vous avez tout à fait raison. Je vous ai parlé tout à l'heure des problèmes que nous avons listés. On Bien. a parlé du montant des bourses qui était dérisoire. Absolument. Aujourd'hui que le président a doublé. Également, on a soumis d'autres solutions à d'autres problèmes que le président également va valider dans les jours à venir parce que l'autorité, le ministre directeur de cabinet l'a validé avec nous. Par rapport à ce paiement dont vous parlez, nous avons, dès mon arrivée, on a entrepris les discussions avec différents partenaires et nous avons opté pour une solution de carte bancaire. On a des cartes prépayées qui vont être délivrées aux étudiants. À partir de cette année, normalement, ça devrait être fait. Chaque étudiant sera automatiquement payé. Ça va nous permettre d'économiser tous les frais qu'on engage dans les virements. Absolument. Tout ce qu'on fait dans les mouvements de fonds. Donc à partir de Conakry, chaque carte sera chargée. Voilà, à partir de Conakry, automatiquement chacun sera chargé. On a vérifié le process, ça fonctionne sans problème. Bien. Le problème crucial de la Guinée, je vous ai dit, c'est pas, on dit souvent, il faut que les cadres reviennent. C'est pas qu'on n'a pas de cadre. Moi, j'ai été pendant 10 ans au ministère des Guinéens de l'étranger, donc la problématique du retour des cadres, je l'ai réellement intégrée. Je sais qu'il y a des solutions à développer. Et bien au SNAP, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé, vous allez certainement entendre parler dans les jours à venir, le programme Stage-Emploi. On a créé une plateforme conventionnant toutes les structures fêtières, toutes les grandes entreprises, tous les EPA, afin de pouvoir créer déjà un lien entre le milieu professionnel et les étudiants diplômés. On met un système d'accompagnement de ces étudiants en créant la plateforme nationale des alumni. La coordination, on a constitué des associations d'anciens étudiants par pays pour développer un système de tutorat et d'accompagnement de ces étudiants dans la recherche d'emploi, de stage et tout. Bien. Parce qu'on parle seulement de stage, mais il y a des étudiants pour valider des années qui ont besoin de stage dans certains pays qu'ils ne peuvent pas avoir. Il faut qu'on puisse leur offrir cette solution. Et ces solutions aujourd'hui, ces réflexions ont été faites et des propositions ont été faites dans ce sens et qui ne sont que, nous sommes dans le déroulement parce qu'on a passé une année de constat, mais dans l'année 2023, ça va être des actions à outrance pour résoudre matérialiser toutes les réflexions. Je voulais insister sur cette question, c'est les arriérés. À date, est-ce que vous avez régularisé notamment la situation de ces arriérés dans l'ensemble notamment des pays qui accueillent des étudiants boursiers guinéens? Nous avons payé un an plein, les arriérés de 2021 et les bourses 2022, plus les primes de vacances. Maintenant, je vous redis, quand on a fait le toilettage, il y a des listes, il y a des noms qu'on a sortis parce que soit les dossiers n'étaient pas là ou c'est des gens qu'on ne connaissait pas. Ces gens peuvent être des omis, il peut se trouver qu'ils sont effectivement des étudiants, mais les dossiers n'étant pas bien constitués et tout, on pense qu'ils sont des fictifs. Bien. Les ambassades nous renvoient des lettres. La difficulté du travail, c'est qu'il y avait des mauvaises pratiques qui avaient pris le pas sur la règle, comme tout en Guinée. Les étudiants s'asseyent dans un coin, font la liste des omis, la liste de ceux qui ne sont pas sur des listes et qui sont boursiers. Envoie au SNAP, automatiquement on faisait une décision pour les payer. Il se trouve que vous qui n'êtes pas boursier, vous vous retrouvez sur cette liste parce que celui qui l'a rédigé est un ami. Ces situations ne peuvent plus passer. Donc on leur demande de se rapprocher de l'ambassade. C'est l'ambassade qui est l'autorité avec laquelle nous échangeons. L'ambassade nous fait une lettre de transmission qui de facto l'engage sur la vérification de ces dossiers. Et ce travail nous a tellement aidé que dans un pays avec un contrôle physique, ils s'organisent, les ambassades s'organisent en nous validant, en nous envoyant un courrier disant que M. Pierre est un boursier guinéen. Je suppose que la conscience professionnelle aidant, ils ont pris la peine de vérifier. En tout cas, je prends un pays comme l'Égypte. L'Égypte a fait, l'ambassade en Égypte a fait cet exercice. Bien. Et du coup, les documents que les étudiants fournissent nous ont identifié 3 documents qui avaient été scannés, falsifiés. Et ça, c'est un cas qu'on rencontre dans beaucoup de cas. Des gens prennent leurs dossiers, les dossiers d'un ami, ils scannent, ils mettent leur nom et ça passe. Bien. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Akumba? J'avoue que, M. Bamba, moi, j'ai constaté que nos nombres de followers sur la plateforme
a chuté quand vous avez pris la parole après 1 ou 2 minutes. Mais moi, je suis charmé par ce que vous dites là. Ça démontre que parfois le nombre de followers ne justifie pas la pertinence de ce qu'on dit. Moi, je suis un peu charmé par cette réforme que vous êtes en train d'évoquer là. Et puisque c'est une réforme, j'aimerais savoir à travers vous, est-ce que la Guinée a des boursiers en Ukraine? Si oui, quelle est leur situation aujourd'hui? Si oui également, quelles sont les dispositions spécifiques que vous avez entamées pour que ces Guinéens-là puissent certainement être en sécurité, mais aussi accéder à leur bourse? D'abord, est-ce qu'on a des boursiers en Ukraine? Voilà, je vais vous dire oui et non. Oui, sur la liste, nous avons des boursiers. En contactant l'ambassade de Guinée à Russie, on a eu la confirmation qu'il y avait des boursiers. Il faut savoir que dès que la crise a commencé, nous avons pris attache avec un des représentants des étudiants en Ukraine. Alors nous avons entrepris des discussions avec l'ambassadeur qui nous a reçus, la Russie qui nous a fait cette proposition de réinscrire tous les étudiants guinéens qui étaient en Ukraine, de les réinscrire dans les universités russes. Quand on est revenu vers les étudiants, ils avaient tous, de ce que ces représentants nous ont dit, et on en a contacté 3 différents, ils avaient quitté l'Ukraine. Certains seraient en Allemagne, d'autres seraient en France. Alors le problème qui s'est posé après, c'est qu'ils ont voulu qu'on transfère la bourse qu'ils avaient en Ukraine, en France ou en Allemagne. Bon, ça, c'est une décision qui va aller au-dessus de ma tête et je n'étais pas forcément pour, parce que ça va, vous allez comprendre, ça va engager d'autres choses que nous avons combattues, des étudiants qui partent, qui laissent leur carte à leurs camarades, qui continuent d'encaisser les bourses. On a dit, d'ailleurs vous verrez dans le décret, que le changement de destination est un motif de suppression de la bourse. Voilà, on a des étudiants qui arrivent au Maroc, par exemple, au Maroc, et un frère qui leur dit, en France tu as du travail, il va finalement, il n'étudie pas, il travaille, on continue. Avant, on continuait à le payer. Il travaillait, on continuait à le payer, il laissait l'école jusqu'au jour où on se rendait compte. Mais aujourd'hui, non, quand vous changez de destination, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi d'ailleurs, on a initié un programme d'immatriculation qui a été fait déjà pour les lauréats de cette année. Ils sont tous immatriculés. Un projet pilote de biométrisation aussi va être lancé dans les jours à venir en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Tout pour dissuader les éventuels cas de fraude. Donc les étudiants en Ukraine, il y en a un qui est en France actuellement avec qui on est en pourparlers. On est en train de voir dans quelle mesure, comment on peut leur payer les arriérés du temps qu'ils étaient en Ukraine. Mais il ne s'agit pas de reporter la bourse dans le pays où ils sont, on n'est plus dans les mêmes conditions. Parce qu'il faut savoir que c'est des compléments de bourse qu'ils avaient pour l'Ukraine. Parce qu'il faut faire cette différence. Les gens, quand ils parlent de bourse, on dit on n'est pas payé. Non, on paye un complément de bourse. C'est-à-dire qu'il y a une bourse qui est là, que le pays partenaire nous donne, et que nous rajoutons quelque chose pour faciliter un peu le quotidien de l'étudiant. Donc ces compléments de bourse sont coupés dès que vous quittez le pays où ils sont... Alors, rapidement, je répondis sur la révalorisation. Vous avez parlé des $50 par exemple, qui étaient en vigueur depuis 87. Oui. Donc depuis toutes ces décennies, c'est maintenant qu'on double. Donc on passe de $50 à $100 pour la première ligne. Maintenant, ça c'est déjà une avancée, je pense que c'est salutaire. Et j'imagine que les étudiants vont l'apprécier, mais le constat comparatif que vous avez dû faire, parce que nous avons écouté des étudiants souvent qui disent, quand vous regardez nos amis gabonais, nos amis ivoiriens, sénégalais, c'est $300, ainsi de suite. En fait, l'écart est assez grand. Est-ce que là aussi vous avez fait ce constat, malgré l'effort d'avoir doublé quand même, qu'il reste encore à faire pour que les étudiants guinéens soient au même niveau que les nationalités des pays comme le Sénégal, la Gambie et le Gabon, ainsi de suite? Est-ce que c'est une revalorisation graduelle? Alors, c'est une première révalorisation, graduelle certainement. C'est une première révalorisation qui a été faite. Vous savez, je veux moi me positionner en celui qui voit le verre d'eau à moitié plein. Voilà, c'est-à-dire on est dans une dynamique de positive attitude. Souvent, on va très vite comparer avec des pays. Il faut savoir que le PIB du Sénégal, c'est près du double du PIB, si je ne me trompe pas, de la Guinée. Donc, je ne sais pas, si on pouvait faire le même exercice, le médecin guinéen pourrait dire, mes amis au Gabon touchent ça. Évidemment. Le professeur dirait la même chose à tous les niveaux. Et à la fin, peut-être que des autorités même qui décident vont dire, écoutez, nos homologues dans les autres pays touchent tant.
je pense qu'il faut s'inscrire dans l'amélioration. On a des efforts qui ont été faits, il faut les reconnaître. Oui, ça c'est déjà Maintenant, fait. Cela Oui. ne doit pas nous empêcher, je le disais l'autre fois, de faire plus. De réclamer. Les étudiants continuent de réclamer, c'est normal. Et ils veulent une meilleure situation. Et nous continuons de faire des propositions, de faire des analyses, de faire des propositions parce que nous estimons que mieux ils sont traités, plus aptes ils seront à affronter la vie dans le pays d'accueil. Donc c'est quelque chose qui peut encore évoluer dans l'avenir. Maintenant, le SNAB, peut-être qu'Akoumba en sait quelque chose. Et avant votre arrivée, c'est vraiment un service où il y avait traditionnellement tellement de pratiques malsaines, si on peut le dire ainsi, de l'affairisme dans ce service en termes d'octroi de bourse, ainsi de suite. J'ai envie de savoir comment est-ce que vous arrivez justement à mettre un frein contre ces intérêts-là. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui qu'il n'y a pas de magouille en matière d'affectation de ces bourses-là? Parce que vous avez parlé d'un cas où quelqu'un qui ne mérite pas a par exemple une bourse de $5 000 contre quelqu'un qui en prend $100 ou $50. Et attention, $5 000, c'est s'il est en Afrique. S'il est en Europe ou en Amérique, il a $7 000. Voilà. Et c'est un fils à papa. Parce qu'il est le parent de quelqu'un de qui est dans l'administration. L'attribution. Il faut savoir que quand on demande une bourse au SNAB, on fait une demande, on a un dossier à constituer, on dépose au SNAB. Avant, il y avait une commission qui siégeait, qui attribuait les bourses. La commission a été un jour dissoute. D'accord. Une personne a pris la responsabilité en invitant 2-3 personnes, dire bon, on donne à tel, et ça s'est réglé comme ça. Alors, ces bourses dont je vous parle, les bourses de $5 000 et de $7 000, quand je suis arrivé au SNAB, il n'y a pas de dossier sur les boursiers, aucun dossier. Et le SNAB... Il n'y a que des noms. Le SNAB ne savait pas comment ces bourses étaient attribuées parce que ça se faisait dans un autre cercle. Alors moi, après constat, j'avais le choix. M'engager dans un combat et tout, perdre de l'énergie. Pendant ce temps, les étudiants continuaient de souffrir. Ou alors m'inscrire dans une démarche plutôt positive, de trouver comment améliorer les conditions que moi-même j'ai connues. Par le passé. Étudiant, j'ai connu les mêmes conditions, comment les améliorer, comment faire et tout. Et donc moi j'ai plutôt opté pour cette solution. La situation, nous la connaissons tous. Je pense qu'on perd trop de temps à dire ce qui ne va pas en Guinée et qu'on consacre très peu de temps à faire des propositions. Est-ce que, deux questions, la Guinée a des boursiers dans combien de pays et la plus grande colonie, justement, c'est dans quel pays? C'est des précisions à connaître. Est-ce que, justement, le nombre de boursiers pourrait croître à l'aune de la volonté du colonel justement d'aider à mieux lotir en tout cas les boursiers guinéens? Il faut dire que si vous suivez les réformes qui ont intervenu cette année au SNAB et le soutien dont on a bénéficié au niveau local et tout, je ne sais pas si vous connaissiez les anciens bureaux du SNAB. Je pense que déjà ça envoyait un signal négatif à nos partenaires. D'accord. Quand je suis arrivé... À l'immeuble Koula. Voilà, c'est ça, à l'immeuble Koula. Bien sûr. Les gens me disaient, vous êtes dans un centre commercial. Quand je suis arrivé, les partenaires vers lesquels je suis parti, parce que j'ai fait un peu le tour, aucun ne voulait travailler avec le SNAB, parce qu'on estimait qu'il y avait un déficit de confiance. Absolument. On n'avait pas trop confiance. Ouais. Avec mes équipes, on s'est réunis. Nos prérogatives étaient partout. Tout le monde accordait les bourses en Guinée. Parce que si vous fouillez bien dans tous les départements, on a une ligne formation. Sauf que les gens jouent là-dessus, la ligne formation qui doit se faire en Guinée, paye des formations pour les gens à l'extérieur. Donc reprendre tout cela ne peut pas se faire sans travailler. J'ai dit à mes collègues, laissons, on travaille, les choses viendront d'elles-mêmes. On a commencé aujourd'hui, de plus en plus de partenaires nous contactent, des gens commencent. Depuis... On a eu de nouvelles bourses, par exemple, on a une école africaine au Burkina qui ne prenait pas de Guinéens. Cette année, on a eu 4 qui ont été retenus. Finalement, ils en ont inscrit 1 parce que les autres n'ont pas été au dernier rendez-vous, mais il y a un qui a été inscrit. L'accompagnement a été fait au SNAB. On a mis un service en place qui accompagne les étudiants parce que nous avons une faiblesse en Guinée. La constitution des dossiers, les gens se lassent vite. C'est des fois méticuleux de constituer les dossiers, de remplir les fiches, de répondre aux étapes et tout. Aujourd'hui, on a un service qui fait cela. C'est pourquoi tous ceux qui m'appellent, aidez-nous à avoir des bourses, je dis mais venez
venez, on a remplir des bourses, les formalités. On a des bourses. Bien. Seulement, la seule garantie que je peux vous donner, c'est que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas inscrit. C'est clair. Donc Bien. aujourd'hui, cela se fait et on accompagne, les bourses viennent, on a le Burkina, j'allais dire, on a le Japon où on a connu une croissance substantielle cette année parce Bien. qu'on a eu un service d'accompagnement. Ok. On a la Corée du Sud qu'on n'a jamais eu cette année, on a fait beaucoup d'inscriptions, on attend le retour de la Corée du Sud. L'Australie, ça n'a jamais été une destination. Cette année, on les a contactés, on nous a mis un rapport avec les universités. Les dépôts se font actuellement. La Belgique n'a jamais été dans la liste des boursiers. On a contacté les universités. Les dépôts se font. Après, la qualité des dépôts, je ne peux pas garantir parce qu'il y a... Ça, ce sont les voilà. bourses post... Non, des bourses universitaires et post-universitaires. D'accord. Alors, Alors, on a eu une augmentation pour passer dessus. Pour passer dessus, on a eu une augmentation substantielle des bourses du Maroc et de l'Égypte. on a 30 secondes, hein, alors, pratiquement pour terminer. Des étudiants post-universitaires aussi pour le Cuba. Est-ce que, parce qu'on sait que c'était l'une des destinations les plus privilégiées à cause notamment Voilà. des Qu'est-ce options qu'il en est? de la médecine, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, on est toujours, on soutient les étudiants à Cuba, on envoie des boursiers. Il n'y a plus beaucoup de bourses, mais on soutient ceux qui sont là. J'ai reçu l'ambassadeur, le chargé d'affaires de Cuba il n'y a pas très longtemps. On a communiqué sur les réseaux. Et nous sommes en train de discuter d'un grand protocole qu'on va mettre en place entre Cuba et la Guinée. Et peut-être à la sortie, vous en saurez plus. Bien. Tout ce qu'on peut retenir, l'essentiel, c'est qu'il y a des réformes. Il y a eu cette révalorisation, donc les bourses sont doublées. Bref, que ce soit le Maroc ou l'Ukraine, toutes les arriérés, vous l'avez dit et vous confirmez, ont été payés déjà pour tout ce qui était en règle. Oui. Pour ceux qui étaient en règle, ça a C'est été payé. Bien. Je note un problème qui m'a été remonté encore. Un virement ne serait pas arrivé un trimestre, mais les dispositions sont prises pour cela. Bien. C'est juste un problème de bureau, mais qui va arriver. Vers Bien. quel pays? Vers toutes les destinations, apparemment. Un seul trimestre. Le deuxième trimestre. Le deuxième trimestre. Oui. Voilà, c'est une première, mais sans doute pas la dernière fois que nous aurons monsieur le directeur général du SNAP dans cette émission pour parler des bourses extérieures. Merci d'être venu, merci pour la disponibilité. Merci à toute l'équipe moi qui vous remercie. ici en studio et derrière la baie vitrée. Demain, nous serons là avec le retour d'Aboubacar Diallo aux manettes de cette émission. D'ici là, prenez bien soin de vous et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.